C'est très important de comprendre et de réaliser que l'évolution, ce qu'on appelle l'évolution, ce que l'initié moderne ou l'initiation moderne définira comme l'évolution, c'est un acheminement ou c'est un développement personnel. Quand je dis personnel, parce que à un certain moment donné, au cours de l'évolution de la conscience humaine, puis au cours de la transmutation du caractère foncier de l'homme, qui mène à une très très grande ouverture de son esprit, il vient un point où l'être est réellement seul. Il n'y a pas de support de ses parents, de ses cousins, de ses frères, de la race. L'être est réellement seul. C'est dans cette solitude existentielle, face à la vie, puis face à ce qu'il ressent intérieurement, et face éventuellement à ce qu'il peut communiquer avec d'autres plans, qu'il réalise jusqu'à quel point la formation de son ego dépend de son attachement à la conscience terrestre, donc à la conscience sociale, à la conscience de la race, à travers les différentes avenues comme l'éducation, la lecture, et ainsi de suite, ou la culture. Et que c'est au-delà de tout ça que commence son apprentissage. L'homme commencera à apprendre, donc à savoir par lui-même, lorsqu'il aura complètement dépassé les bornes qui aujourd'hui lui servent de guide, qui sont nécessaires, valables et qui ont été historiquement sanctionnées. Si on dit que pour le développement d'une psychologie évolutionnaire, l'ego devra développer un attribut qui ne faisait pas partie de la conscience de l'évolution. Parce que l'autorité pendant l'évolution appartenait à d'autres. Elle appartenait à des forces à l'extérieur de soi, ou même à des forces à l'intérieur de soi, mais qui étaient sur d'autres plans que soi. Donc, pendant l'évolution, l'homme n'a jamais eu la chance, ou l'occasion, ou l'opportunité de vérifier jusqu'à quel point il pouvait interpréter la réalité à sa manière. Et quand je dis interpréter la réalité à sa manière, je veux dire interpréter la réalité d'une manière universelle qui convient à tous les hommes. Et il n'a jamais pu le faire parce que il n'a jamais développé de critique absolue, c'est-à-dire qu'il n'a jamais assiégé la forteresse de la connaissance humaine, qu'elle soit philosophique, spirituelle, religieuse, idéologique, à un niveau ou un autre. L'homme n'a jamais assiégé les fondations de sa civilisation, de sa culture. Il y a eu du remue-ménage, il y a eu des révolutions, il y a eu de l'évolution, il y a eu des hommes qui sont venus dans certains temps et qui ont créé des idées chocs. Il y a eu des Victor Hugo, il y a eu des princes de la pensée, mais il n'y a jamais eu d'assassineur de pensée. Parce que l'homme n'était pas arrivé à l'évolution. Il était encore dans l'involution. L'homme ne pouvait pas développer de critique absolue, donc il ne pouvait pas assassiner les assises de la pensée réfléchie pour libérer finalement le parfum de l'esprit, donc la connaissance, le savoir qui fait partie de sa lumière à son échelle, à sa mesure, selon le caractère universel de son âme en évolution. Donc quand Aurobindo disait qu'en 69, il y avait une lumière qui frappait l'homme sur la terre, que l'homme venait en contact avec une lumière sur la terre, il avait raison, Aurobindo. Donc, il situait l'homme sur une nouvelle courbe d'évolution, et ensuite, après lui, et au cours des générations à venir, ce sera le travail de l'homme
de faire la même chose qu'il a fait pendant l'involution, c'est-à-dire se développer. Mais cette fois-ci, au lieu de se développer par rapport à des forces qui lui imposaient une doctrine, l'homme se développera par extension lui-même, par ce que j'appelle conscience en émission, au lieu de conscience en réflexion. Une conscience en émission, c'est une conscience qui possède techniquement ou qui a accès techniquement à tous les territoires. Quand je dis tous les territoires, je veux dire à tous les plans de conscience. Éventuellement, l'homme aura accès à tous les plans de conscience. Ce qui veut dire que l'homme sera capable de légiférer les lois sur le plan matériel, qu'on appelle la science. Il pourra légiférer les lois sur le plan astral, qu'on appelle la spiritualité. Et il pourra légiférer les lois sur le plan mental, qu'on appelle les études ou l'étude des mystères. Et ça l'amènera dans une quatrième évolution, dans un quatrième plan, à reconstruire sa relation avec la connaissance ou la conscience systémique. Donc, reconstruire sa relation avec les peuples ou les civilisations ou les intelligences qui viennent d'ailleurs, dans différents modes d'expression, dans différents modes de matérialité. Ça, c'est purement secondaire. Mais l'homme, finalement, pourra revenir à sa source, c'est-à-dire reconstruire le pont qui a été détruit pendant l'évolution, parce qu'il devait développer un ego pour éventuellement avoir accès à une conscience suffisamment sophistiquée, qu'on appelle le mental inférieur. Mais le mental inférieur, c'est plus suffisant pour l'homme. Parce que penser, c'est déjà une limitation sur sa lumière, donc sur son esprit. L'homme a besoin de communiquer avec les plans parallèles. Et pour ça, il faut qu'il commence à faire un travail de fond. Et le travail de fond, c'est prendre conscience que la critique absolue, c'est son fer de lance. C'est l'épée dont il se servira pour cette fois placer au-dessus de la tête des invisibles le glaive de Damoclès qui menace toujours les intelligences impérieuses qui, pendant l'évolution, ont servi de guide, mais qui lui ont aussi coupé la tête. C'est pour ça que l'homme n'a pas d'identité. Je vous donne un exemple simpliste. Si vous êtes un médecin, un grand chirurgien, à cause de votre habitude de traiter avec certaines gammes d'informations, à cause de vos habitudes à traiter avec des registres de connaissances qui ne font réellement pas partie de la conscience de la masse, vous avez l'impression, en tant que grand chirurgien, ou grand philosophe, ou grand théologien, ou grand architecte, de faire partie de ce qu'on appelle une élite. Un homme qui est très bien formé dans les sciences. Un homme qui a techniquement un caractère savant. A l'impression d'appartenir à une élite. Et en fait, il appartient à une élite. Le seul problème avec cette élite-là, c'est que, de par sa nature matérielle, égocentrique, fondée sur la personnalité, elle impose à l'homme ses vues. Si vous êtes un grand théologien, vous allez imposer à l'homme vos vues. Si vous êtes un grand architecte, vous allez imposer à l'homme vos vues. Que vous soyez n'importe quoi, si vous êtes très avancé et que vous fonctionnez dans des atmosphères raréfiées de la science, vous allez imposer à l'homme vos vues. Pourquoi? Parce que l'homme n'aura pas la capacité de les refuter. Mais si l'homme avait la capacité de refuter vos vues, si l'homme avait la capacité de refuter les vues d'un grand théologien, simplement comme ça, par le flick of the wrist, comme on dit en anglais, si un homme avait la capacité de refuter, quand je veux dire refuter, je veux dire de réellement dépasser les vues
de la science, de l'architecture, de n'importe quoi. À ce moment-là, l'homme serait libre de l'élite. En étant libre de l'élite, il serait libre. Et en étant libre et en sachant le prix que l'on doit payer pour savoir, il ne rendrait plus jamais ensuite après lui l'homme servile. Si l'élite, ce qu'on appelle l'élite, était réellement grande sur la terre, elle ne chercherait pas, par tous les moyens, occultes ou non, insidieux ou non, per force ou non, à établir son pouvoir sur la conscience humaine. Donc le grand théologien, s'il était réellement grand dans le sens de l'esprit et non pas dans la fortitude de l'âme, supporté par une mémoire mécanique très développée, il pourrait facilement rencontrer un homme, un être, quelque part dans le monde, et l'écouter, et trouver que, ouais, peut-être que cet homme-là a quelque chose à dire qui est intelligent. Donc, le problème avec l'élite dans le monde, c'est qu'elle se croit unique, et qu'elle se donne le rôle, et qu'elle s'est toujours donné le rôle, d'imposer à l'humanité des doctrines qui font partie de son apprentissage, mais qui font aussi partie de son mental doctrinaire. C'est pour ça que je haïs, moi, en tant qu'individu, les gens intelligents. J'haïs l'intelligence mécaniste involutive. Non pas parce qu'elle n'est pas belle, mais parce qu'elle donne pas elle donne pas de chance au petit homme de sentir que lui aussi, il y en a peut-être de l'intelligence. Je me rappelle une histoire que ma femme me racontait quand elle était jeune. Elle était à l'école et elle posait au professeur des questions. Probablement que les questions dans ce temps-là tournaient autour de Adam et Ève, la pomme, puis toute la bébelle, là. La tour de Babel, on peut s'imaginer. Puis ma femme, par vibration, même si elle ne comprenait pas son avenir, son devenir, elle posait des questions qui rendaient mal à l'aise le professeur. Il ne pouvait pas y répondre. Fait qu'il disait, bon, mais ma petite, là, tu te poseras ça à l'université en théologie. Mais aujourd'hui, cette petite fille-là qui a grandi, puis qui est rentrée dans son identité, si elle rencontrait ce modèle d'ignorance, puis quand il dirait, bon, ben, assis-toi, petit gars, m'a te parler, là. M'a te parler de ta vie, là. M'a te faire de la voyance sur ta vie, m'a t'expliquer qu'est-ce qui t'a fait l'an passé, qu'est-ce que t'as fait le 19, pourquoi cette femme t'a crissé là. Qu'est-ce que tu fais, là, quand, dans la vie, comment est-ce que tu penses? Puis qu'elle commencerait lentement, là, à réellement, là, l'étamper, comme on parle, là. Ce prof-là, il se sentirait mal. M'a te parlé de ça, des archanges, puis Dieu, puis toutes ces affaires-là, puis la mort. M'a tout expliqué ça, c'est toi, là. Puis faire comprendre que c'est pas un degré universitaire qui donne à l'homme le droit à la connaissance. Le degré universitaire, il donne simplement le droit de pouvoir bien te mémorer ce que les choses, ce que les autres ont mémorisé avant toi. Donc, ton degré universitaire, techniquement, te permet de cristalliser dans la forme un mouvement très long, historiquement très long, développement très lent, de ce qu'on appelle l'ignorance sophistiquée, les jeux d'esprit. Tu fais une thèse, là, puis tu prends ce que l'autre a écrit, puis tu t'ajoutes un petit peu. C'est comme rajouter du sel puis du poivre quand tu fais un repas.
Tu rajoutes. L'autre, la semaine après, il va rajouter. Puis tout le monde rajoute. Fait que tu rajoutes aux conneries fondamentales de je pense, donc je suis de Descartes. Mais tu continues à être con comme Descartes. Mais avec la sophisterie de mental philosophique. C'est pour ça que c'est heureux qu'on soit arrivé en science aujourd'hui, que la science soit venue pour nous libérer un peu de la fabulation. Parce que la science est exacte. Les scientistes ne demandent pas si c'est la vérité, ce qui se passe dans le laboratoire. Mais en dehors de la science, on parle de vérité. Puis le petit prof de ma femme, c'était la vérité. Je sais pas ce qui était rendu dans l'histoire de la pomme. Mais il va falloir un jour que l'homme apprenne à reconnaître. Puis quand je parle de l'homme, je parle de l'élite. Apprenne à reconnaître qu'il y a dans le monde, de par le monde, des êtres qui sont peut-être pas sophistiqués, mais qui savent des choses. Et si l'élite n'en arrive pas à réaliser ça, il va venir un point où l'élite va se sentir extrêmement dépassée au niveau de la connaissance. Il y a des gens au niveau, il y a des gens dans le centre qui font l'étude des religions, au centre des religions dans la province de Québec. Je pense que je suis orgueilleux. Puis que j'aime pas discuter avec personne. Je vis dans ma tour d'ivoire, là. Je suis une sorte d'illuminé pour eux autres. Mais, ils viennent pas me voir. Viens me voir, on va parler. Si je veux. Ah, là, ils vont dire, tu vois, là, s'il veut. Mais je veux même pas le voir. Là, ils vont dire, tu vois, il veut pas nous voir. Pourquoi est-ce que je veux pas y voir? Parce que je veux pas leur faire de la peine. Puis pourquoi je veux pas leur faire de la peine? Parce que je veux pas y mettre en initiation. Parce que je veux pas leur faire réaliser jusqu'à quel point ils sont ignorants. Parce que ce que l'homme pense, ou ce que le monde pense, ou ce que les universités pensent, ça ne change rien à ma vie. Je peux même pas penser à ce qu'ils pensent. Anyway. Par contre, l'élite, un jour, va tout s'apercevoir qu'il y a des choses, il y a des dimensions dans l'homme qui vont au-delà de la logique. Tu prends Jojo Savard, tu peux rire comme tu veux de Jojo Savard, tu peux analyser son show à télévision, Jojo Savard, tu peux faire une critique de journaliste de Jojo Savard. Mais il y a du monde dans le monde, il y a des Jojo Savard dans le monde, il y a des intuitifs, il y a des voyants dans le monde qui savent des choses, qui ont accès à des choses, qui font partie de la connaissance de l'homme. Peut-être qu'ils ne peuvent pas l'expliquer comme il faut. Peut-être qu'ils ne comprennent pas tous les mécanismes, toutes les arcanes. S'il y a des présidents de pays comme Mitterrand qui ont leurs voyants personnels, privés, là, qui veulent pas que personne connaisse, parce que c'est pas bon pour la presse. S'il y a des femmes de présidents comme Nancy Reagan qui a son astrologue, c'est pas bon pour la presse. S'il y a des gens comme Churchill qui ont leur astrologue, c'est pas bon pour la presse. Pourquoi? Parce que l'élite est orgueilleuse. L'élite ne veut pas laisser sentir qu'il y a des trous dans son sac. Qu'elle ne peut pas calfeutrer, l'élite. Il n'y a rien de plus orgueilleux que l'élite. Y a-tu plus orgueilleux qu'un grand théologien
encrassé dans la mémoire de la race judéo-chrétienne. Comment est-ce que d'ange qui danse à la pointe d'une aiguille faut réellement être encrassé dans le mental pour même soulever la question judéo-chrétienne? Puis on pense que c'est du génie, ça. Comment est-ce que d'ange qui danse à la pointe d'une épingle? Les Japonais, aujourd'hui, sont capables de faire de la miniaturisation plus développée que ça encore. En faisant une Toyota avec un moteur dans l'échelle des microns. C'est ça le problème de l'élite. Qu'est-ce qui va casser l'emprise psychologique de l'élite sur l'individu, pas sur la masse? La masse a besoin d'élite, no problem. Mais qu'est-ce qui va casser l'emprise de l'élite sur la conscience individuelle? Ça va être le développement de la critique absolue de l'homme lorsque l'homme va avoir franchi les limites psychologiques de sa philosophie existentielle pour avoir finalement confronté la source de l'intelligence qui se cache derrière les formes qu'on appelle le mensonge cosmique. À partir du moment où l'homme utilise un terme pour définir un plan quelconque de la réalité, s'il n'est pas suffisamment conscient et en conscience critique pour déconditionner le terme lui-même, il est automatiquement prisonnier de la forme, donc il est automatiquement prisonnier de la pensée élitiste de son temps. Vous parlez des yeux? Pas de problème. C'est quoi cette affaire-là? Ça mange quoi? Ça mange-tu? Ça pète-tu? Ça chie-tu? Ça existe-tu? Dans quelle dimension que ça existe? Pourquoi est-ce que ça existe? Pour qui est-ce qui l'a créé? Y a-t-il une source de la création? Valable? On peut pas indéfiniment demeurer des êtres éberlués par des pensées qui ont été créées par l'élite pour maintenir sur la conscience de l'homme individualisé l'empire de l'évolution. J'ai un de mes amis, grand philosophe, grand ami de Sartre, qui me disait il y a quelques années, quand je proposais d'y expliquer quelque chose, il me dit, non. J'ai dit, de quel droit as-tu de me dire non? Pour qui est-ce que tu te prends, calice, pour me dire non? Ferme ta gueule, assis-toi, tu commences à écouter d'abord. Non. Aussitôt qu'on est confronté avec des notions qui vont à l'encontre de notre élitisme psychologique, non. Va voir un grand curé puis te dit, m'a t'expliquer qu'est-ce que c'est Dieu, assis-toi ici, là. Il va dire, non. C'est nous qui avons le rôle de vous instruire. Tu peux dire ça au monde, mais viens pas me dire ça à moi. Parce que ton café, tu le digéreras pas, mon con. Les anges. Bon, j'ai rien contre le concept d'un ange, mais c'est quoi? Viens pas me dire que c'est un article de foi. L'article de foi. Ça, t'achètes ça chez Eaton, des articles de foi. De la foi de morue. L'article de foi. C'est pour ça que l'élite, elle vient pas me voir. Parce qu'assez l'élite, qu'avec moi, il n'y a rien à faire. Donc là, ils disent, bon, ce gars-là, Bernard de Montréal, c'est un orgueilleux. Aussitôt que tu confrontes l'élite, aussitôt que tu écris des choses qui les forcent à avaler ce qu'ils savent pas, puis à renvoyer ce qu'ils savent, ils sont plus bien dans leur peau. Il y a un grand
de la province de Québec qui me dit un jour d'un salon mortuaire, il me dit, Monsieur Bernard, il dit, vous êtes piquant. Je comprends que je suis piquant. Parce qu'il faut que j'applique votre ballon pour qu'elle pète. Je suis piquant. Vous êtes piquant. Je suis piquant. Va donc chier. Je suis piquant. On s'était fait piquer pendant des siècles de temps, là, Chris. On a des trous tout partout. Puis je suis fin. Imagine-toi si j'étais pas fin. Hey! Qu'est-ce qu'il dirait pour me décrire? Il pourrait plus dire, je suis piquant, là. Ah, je suis piquant. C'était mon prof de latin puis de grec dans le temps, quand j'étais à l'école. Là, il trouve que je suis piquant. Fait que le point que je veux faire, c'est que l'évolution de la conscience, le développement de la conscience évolutionnelle, ça va être individuel. Ça va être entre l'homme et l'homme. L'homme va se séparer de la mémoire de la race. Ça veut pas dire que tu n'irais pas chez Eaton t'acheter du linge. Ça veut pas dire que tu vas pas arrêter ces lumières rouges. Je suis meilleur citoyen que ben du monde. Même des fois, je passe pas sur la lumière rouge, puis je sais qu'il n'y a pas de police dans le coin. Mais je change pas pareil. Parce qu'il y a quelqu'un à côté qui dit, ah, il a passé. Ça ne peut pas impressionner négativement mon confrère conducteur, je pense pas. Mais peut-être que si j'étais un curé, je passerais. Puis faire un petit péché de m'avoir jugé. C'est bon, Christ, mais t'en vas par en arrière. Tu penses que t'es saint, t'es plus saint que moi, t'as le bon Dieu de ton bord. Tu viens de me juger, te juger. Quand l'homme va développer une conscience critique, il va commencer à découvrir qu'il est très seul dans son être-té. Puis qu'il est bien là. Et qu'il aime facilement l'âme ou l'humanité, dans la mesure où elle n'est pas trop élitiste, pas trop orgueilleuse, qu'elle se parle pas trop au sérieux, parce qu'on commence à développer une conscience mentale suffisamment sophistiquée pour commencer à traiter avec l'étude des différents systèmes matériels, psychiques et autres. C'est pas fini l'évolution de la planète Terre. On est en 1995, 96, whatever. Ça, c'est le problème de pas trop penser. Ça fait que... En tant que personne qui pense pas trop et qui réalise jusqu'à quel point on était framé, puis vous autres, là, quand vous pensez à qu'on était framé, vous pensez qu'on était framé en fonction des idéologies, là. Mais là, vous n'avez pas commencé, l'homme n'a pas commencé encore le grand voyage intérieur. Quand il va ses plans le soir, là. Puis qu'il rencontre, puis qu'il rencontre, puis qu'il rencontre, puis qu'il rencontre, puis qu'il rentre en conversation avec différents niveaux d'intelligence puis d'entité, là. C'est là que tu vois jusqu'à quel point on était framé. Puis c'est là que la lutte, elle commence. Fait que l'homme conscient vivra jamais la lutte, vivra jamais de révolution sociale, mais il va vivre une révolution intérieure. Qui va mener une grande transformation intérieure. Mais il viendra un moment au cours de son évolution
dans sa vie personnelle, où finalement, il aura conscience d'être. Il n'aurait plus besoin d'aller voir ce que Jean-Paul Sartre a dit. Il n'aurait plus besoin de faire référence à Shakespeare. To be or not to be. We're not to be anyway. L'homme va réellement savoir qu'est-ce que c'est être. Puis il va réaliser que être, c'est le résultat de la lutte personnelle, individuelle, contre tout ce qui constitue en lui le mensonge. Puis il y a des vérités qui existent dans le monde qui sont tellement mensongères, elles sont très nécessaires, mais elles sont tellement mensongères qu'à partir du moment où l'homme réalise ça, il ne peut plus appartenir à la mémoire de la race. Parce qu'une vérité qui est mensongère, c'est pas nécessairement une dictée mensongère. C'est une perception mensongère. La Vierge, elle apparaît à un petit gars d'un champ. Le petit gars est en transe. Dédoublement astral, les yeux dans la graisse de bine. Il l'entend puis il parle avec. Assorti, puis là il revient normal. Il compte son histoire aux journalistes. La Vierge m'est apparue. C'est vrai. Mais c'est quoi le mensonge, la vérité? C'est à qui cette bonne femme-là? Habillée en bleu avec les éléments vestuaires traditionnels qui ont été peints par Raphaël, par Michel-Ange, par d'autres. Autrement dit, des couleurs, des vêtements qui appartiennent à la mémoire de la race, pour convenir psychologiquement avec la forme, qui permet à la race de s'identifier à une forme, pour maintenir encore la race dans l'ignorance de l'interpénétration des mondes, de l'interpénétration des civilisations, de l'interpénétration des espaces-temps, puis de la proximité des univers parallèles. Près de nous, des êtres savants, si on était suffisamment et psychiquement évolués pour ne pas être magnétisés par des intelligences qui peuvent se manifester à l'homme, toujours selon la qualité archétypale dont il a de besoin pour avoir l'esprit tranquille. La Vierge t'apparaît. T'es safe. Mais elle apparaît pas du monde comme moi, ben. Oh, sacrément non, il t'a chié, lui. Ça passera pas, lui. Mais elle va apparaître un petit gars dans un champ quelque part, en Europe de l'Est, jusque ces pauvres, là, pis qui sont encore au Moyen-Âge spirituel de l'humanité. Mais un gars comme moi, là, qui est prêt à dire, bon, enlève ton linge, là. Pas dans le sens de me faire du nudisme. Mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de la forme, là? Prends-moi pas pour un con. Parce que moi, tu me magnétiseras pas, ces autres plans. Je n'ai vu d'autres avant toi. Qu'est-ce que t'as de l'air? Ah, tu viens de là. C'est ça ton nom. Il y a un langage qui existe entre l'homme et ce monde-là. Tu peux te parler, c'est comme n'importe quoi. C'est pas du russe, c'est pas connecté aux langues indo-européennes, mais il y a un langage. Tu peux parler à ce monde-là. Mais quand tu parles à ce monde-là avec un langage d'une certaine manière, puis t'es plus magnétisé dans le mental, là, tu t'aperçois que c'est plus la même affaire. C'est pas la petite bonne femme avec une robe bleue, puis des pans blancs en avant, puis une petite peau d'ivoire, qui se tient avec les yeux dans la graisse de bine, puis qui te dit de prier, puis de prier, puis de prier, puis de prier, puis de prier. Tu peux pas me dire de prier, moi. On va dire, c'est toi, Christ. Y en a-tu de la conversation entre toi et moi, là, il n'y en a pas, là, parce que moi, c'est moi qui va te faire prier. Il m'a te prié de crisser ton camp. Shit or get off the pot. On n'est plus des cons, là. C'est ça la critique absolue.
Donc, si t'es pas capable de vivre une critique ou manifester une critique absolue, quand tu viens en contact absolument avec des étrangers, des espaces parallèles, ben, t'es utilisé comme beaucoup ont été utilisés pour perpétrer sur la Terre le mensonge cosmique à travers des vérités à demi expliquées qui font partie des besoins archétypales de la conscience planétaire d'une race qui ne connaît pas ses origines et qui est manipulée par l'élite. Fait que les concepts qui soutiennent la conscience humaine sur la Terre, n'importe quel niveau, que ce soit des concepts religieux, spirituels ou occultes, n'importe quelle fantaisie, qui est une expression du mental humain, transmis, canalisé, par vertu médiumnique ou par vertu philosophique ou simplement par la pensée, dirigé, ça doit être par là, investigué, compris. Sans ça, on est fait à l'os. On va demeurer des êtres spirituels, du bon monde, ou on va demeurer des êtres matériels, matérialistes, encore du bon monde. On ne sera jamais intelligent. Donc la critique absolue, ça fera partie de la fondation de la conscience mentale renouvelée, ça fera partie du grand écart entre la conscience supramentale et la conscience mentale de l'évolution. Et c'est à travers la critique absolue que l'homme éventuellement en arrivera à éventer les mystères et à finalement pouvoir reconnaître, parce que sa vibration va changer avec le temps. L'homme pourra reconnaître et donner des noms à des mondes, à des intelligences, à des races. Puis on saura un jour qu'est-ce que c'est un archange planétaire. On saura qu'est-ce que c'est un ange. On saura qu'est-ce que c'est un Elohim. On saura qu'est-ce que c'est une âme. On saura qu'est-ce que c'est un vaisseau séraphique, une conscience morontielle, un corps astral. On pourra reconnaître la nature de la communication télépathique avec les plans. Avec qui se compare? D'où ce que tu viens, toi? Tu fais quoi? On le saura. De cette expérience fondamentale, renouvelée, qui fera partie de l'évolution de la conscience humaine, qui fera partie finalement de l'abolition du pouvoir de l'élite sur la conscience de l'homme. On entrera dans l'âge du Verseau, dans l'âge de la communication, et finalement on saura d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, où est-ce qu'on s'en va. Les fameuses questions qui n'ont jamais été répondues par l'élite dans le passé. L'homme s'y donnera ses propres réponses à lui-même, parce qu'il aura finalement compris que critiquer absolument veut dire lutter absolument contre le mensonge. Si l'homme veut se sécuriser psychologiquement derrière les formes spirituelles qui ont été institutionnalisées, pour pas attardiser son esprit, pour le confiner, pour lui enlever la mesure de lui-même, donc l'homme commencera à réaliser que dans le fond, il n'y en a pas d'autorité au-dessus de lui. Quand l'homme saura ça, qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de lui, l'homme saura finalement qu'il est un être de lumière, qui est un être intégral, qui est un être créatif, qui est un être global, willing, capable, pouvant communiquer avec différentes échelles d'évolution.
sachant que chacune se spécialise dans son domaine, mais sachant aussi que l'homme, à cause de sa fonctionnalité cosmique, est capable de parler avec n'importe qui, à n'importe quel niveau, sur n'importe quel sujet, dans la mesure où la fondation de la communication est universelle, systémique, télépathique, consciente, individualisée et non régie par les lois de l'élitisme évolutif. Sur les plans réellement bas de la lumière, sur les plans réellement bas de l'expérience planétaire, il y a des peuples dans le monde aujourd'hui qui ont la responsabilité inconsciente, mais cosmique, de mener les masses, les grandes masses humaines, vers un plus grand degré de libération, d'évolution, de liberté. Et ce grand peuple-là vit en Amérique. C'est l'Amérique, de par sa constitution, qui amène lentement dans le monde une lumière qui peut être affaiblie, mais néanmoins une lumière qui rencontre des objections contre les élites des autres nations. Mais vous ne pouvez pas repousser la lumière. Ça ne s'éteint pas, la lumière. C'est un feu, la lumière. On critique l'Amérique, on critique les Américains. Parce qu'ils sont puissants, parce que souvent sont cons. Ça, c'est parce qu'on regarde de manière grossière ce qui se passe dans le laboratoire américain, avec des yeux humains et des émotions humaines. Mais si on regarderait ce qui se passe dans l'Amérique, dans la conscience de l'Amérique, ce que signifie la Constitution américaine pour l'évolution des peuples et des races de la Terre, pour l'évolution des femmes de la Terre, on réaliserait qu'il y a un grand rapport, qu'il y a un grand rapprochement entre l'inconscience spirituelle américaine et les forces cosmiques sur la Terre, dans l'invisible, qui travaillent à l'émancipation de l'homme à des niveaux très très inférieurs. C'est l'Amérique qui va amener la communication dans le monde. Les Allemands viennent de dépenser 6 milliards là, pour avoir des programmes américains. Là. L'Internet, tout ça, là, ça vient d'où? Ça vient de l'Amérique, ça. Fait que les peuples québécois, les peuples canadiens, les Américains, ça fait partie, ça, d'une console qui est à l'avance, psychiquement sur la Terre, qui est devant tous les peuples, qui est à l'avance de tous les peuples. C'est pour ça que c'est de l'Occident que viendra la lumière. Ça va pas venir de la Chine, la lumière. Ça vient pas de la Russie, la lumière. Ça vient pas des peuples qui ont cru un petit peu trop à l'élitisme, la lumière. L'élitisme marxiste, l'élitisme oriental. Ça vient des peuples où l'élitisme est pas mal fragmenté, là. L'Amérique. Les Américains, l'élite, là. Les jeans ont fait plus pour l'évolution de l'humanité que toutes les doctrines idéologiques. Les jeans, les running shoes, la musique, le cinéma, la danse, coller, funny. Les choses qui ont choqué l'élite, qui ont permis finalement, à un niveau inconscient, à des êtres, avec leur inconscience, de commencer à réaliser que la domination des âmes, ça tire à sa fin. Fait que si vous amenez ça sur une échelle plus loin, plus avancée, plus vaste, plus occulte,
Il y en a un autre grand Américain. Il y en a un autre homme de l'Amérique. Il y en aura d'autres hommes de l'Amérique. Il y aura d'autres Américains qui confronteront l'élite, qui confronteront le mensonge, qui confronteront les dictées, qui ont toujours gardé l'homme de l'évolution à l'intérieur d'un certain confin, qui n'ont jamais permis à l'homme de savoir que lui, en tant qu'être, était plus grand que la somme de ses parties. Que, en fait, l'homme est lumière, et que l'homme un jour saura qu'il est lumière, et quand l'homme saura qu'il est lumière, il saura que l'intelligence vient d'ailleurs, et quand l'homme saura ça, que l'intelligence vient d'ailleurs, c'est parce que là, il aura, de manière absolue, critiqué les conditions, les fondations de ses connaissances anciennes. L'homme se sera libéré du connu, et il aura fait finalement fructifier la pensée de Krishnamurti, qui disait que lorsque l'homme sera libéré du connu, l'homme commencera à avoir une mesure de lui-même. Et c'est seulement la crainte psychologique de l'ego qui empêchera l'homme de se libérer du connu, de se libérer de la mémoire de la race, qui était nécessaire pendant l'évolution parce que l'ego devait se développer pour la structuration psychologique d'une société, mais qui n'avait rien à voir à faire avec l'évolution de l'homme. Le maître d'œuvre de toute conscience incarnée, l'homme, morontiel, conscient, évolué, individualisé, qui représente la fusion de l'esprit de l'âme, qui sait répondre aux questions fondamentales et qui sait donner des réponses qui font partie de sa vibration et non pas de sa crainte de déplaire. Quand vous aurez un esprit critique, on dira de vous autres aussi que vous êtes orgueilleux. Qu'est-ce qu'elle se prend? Qu'est-ce qu'elle se prend, elle? Parce que ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas le laisser aller. J'ai reçu une lettre de France dernièrement. La personne me demandait si c'était possible pour un Français de comprendre ce qui se dit au Québec. J'ai dit oui. À condition que vous soyez pas trop offusqué par le degré d'opprobrerie que vous pouvez recevoir au Québec quand on se fâche. Parce que j'ai dit la politesse française, qui est très utile dans les salons, mais qui sert de savon entre les esprits. Au Québec, ça n'existe pas. On est réellement mal foutu au niveau de la politesse. On sac en hostie. Parce qu'on a été cœuré en maudit. Puis on a plein de cul de l'ignorance. Fait que j'ai dit, il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire, nous autres, au Québec, sans vous offusquer, vous autres, les Français polis. Par contre, je peux vous dire une chose. Il y a assez de feu au Québec pour mettre le feu au cul
à n'importe qui.